Bonjour les quatrièmes, on continue, on est à la suite de notre cours sur les protestations politiques, sur la révolution politique lors de la révolution industrielle au XIXe siècle. On a vu désormais de nouvelles idées politiques qui se créent, des idées qui sont aussi en contestation avec le nouveau système d'idées politiques mises en place au XIXe siècle qui est le capitalisme. Donc ces idées de contestation, ce sont le socialisme et le communisme. On va voir désormais la forme que ça prend véritablement. Donc vous pouvez mettre sur pause pour copier ce titre de nouvelles formes de protestation. On va voir un petit peu comment est-ce qu'on proteste au XIXe siècle lorsqu'on n'est pas content, lorsqu'on veut améliorer sa vie. Alors on va commencer par regarder une vidéo, donc contestation et syndicats, je vous la passe là immédiatement. Pour cette vidéo, regardez bien un peu qui sont les acteurs et quels sont les pouvoirs qui sont gagnés par les ouvriers au XIXe siècle. Quels sont les acteurs et qu'est-ce qu'on fait concrètement pour protester au XIXe siècle et quelles sont les réactions face à ces protestations. Zola découvre les estaminets, ces cafés présents à l'entrée des fosses et dans presque chaque coron d'habitation. C'est là que l'écrivain sent monter la grogne des ouvriers exploités et épuisés. Plus de 10 heures de travail par jour, sans équipement, pour des salaires de misère. Régulièrement, les corons sont emportés par la fièvre. Pour Émile Zola, cette tension sociale politique est parvenue à son paroxysme. C'est par une tirade prémonitoire qui résonnera tout au long du XXe siècle que se termine le roman Germinal qui paraît en 1885. Les hommes poussaient. Une armée noire vengeresse dont la germination allait bientôt faire éclater la terre. Lorsque Germinal est publié, Émile Zola, tel un prophète, lance même un cri d'alarme en direction des gouvernants. Hâtez-vous d'être juste, autrement voilà le péril. Les nations s'engloutiront dans un des plus effroyables bouleversements de l'histoire. Il ne faudra pas attendre longtemps pour que la prophétie se réalise. Les mineurs se dressent de plus en plus souvent contre leurs conditions de travail, aidés par le mouvement syndical qui est en train de naître. Autorisé par une loi de 1884, le syndicalisme permet aux ouvriers de se rassembler. Ils prennent progressivement conscience de leur poids politique au sein de cette Troisième République qui, depuis 1870, ébauche le nouveau système démocratique du pays. Jamais autant de travailleurs n'avaient été rassemblés dans une même ville. Tout à coup, les ouvriers, grâce au suffrage universel instauré en France, peuvent voter dans le même sens et changer le cours d'une élection. Voilà, il a 18 ans là. C'est dans le sud-ouest de la France, à Carmaux, dans le Tarn, que contre toute attente, les gueules noires élisent pour la première fois, en 1892, un ouvrier mineur à la mairie de la ville, le syndicaliste Jean-Baptiste Calvignac. Après cette victoire, la compagnie minière de Carmaux, propriété de la puissante famille Solage, prendra comme prétexte cette élection pour licencier le syndicaliste devenu bien trop influent. Les mineurs de Carmaux n'accepteront pas qu'on leur vole leur victoire. Avec le soutien du journaliste Jean Jaurès, ils mèneront le plus long et le plus dur mouvement social qu'ait connu la ville. Alors là, c'est une grève, mais strictement politique. C'était pour le respect du suffrage universel. Parce qu'à partir du moment où un élu du peuple ne pouvait pas exercer ses mandats ou sinon il était mis à la porte, c'était le non-respect du suffrage universel. Le marquis de Solage, sous pression du gouvernement, sera obligé de réintégrer Jean-Baptiste Calvignac. Les ouvriers deviennent, comment dire, les acteurs de la vie politique.
C'est quelque chose, alors que jusque-là, ils n'avaient pas droit à la parole, ou si peu, ou si peu. C'était un changement de civilisation, en quelque sorte, pratiquement. Ouais. Pensez donc, quand le marquis de Solage, d'ailleurs Calvignac le raconte dans ses mémoires, le marquis de Solage qui doit lui soulever son chapeau. Vous vous rendez compte? Quel événement! C'est la monde à l'envers, à ce moment-là. L'année suivante, les mineurs de Carmaux obtiennent une seconde victoire. Ils ont choisi de présenter à la députation Jean Jaurès, qui est en train de basculer dans le socialisme. Jaurès, grâce aux voix des ouvriers, remporte l'élection législative face au candidat défendu par la famille Solage. Devant la multiplication des grèves dans l'industrie, la Troisième République comprend qu'il y a un danger mortel à laisser face à face les forces du capital et les forces du travail. Si la France veut éviter un embrasement général, il est impératif d'offrir aux ouvriers de chemin de fer, de la métallurgie et surtout de la mine, un cadre plus protecteur. La loi crée, en 1894, un régime vieillesse et un système d'assurance maladie obligatoire pour toutes les compagnies minières, avant que le système ne soit généralisé à tous les ouvriers de l'industrie. Les mineurs obtiennent surtout le droit de voter pour désigner parmi eux un délégué à la sécurité chargé en toute indépendance de veiller aux règles de protection au fond de la mine. Donc maintenant, vous avez pu voir la vidéo, vous avez vu qu'au 19e siècle, on a une montée des protestations, une montée de la grogne. Il parle évidemment de la grogne dans les estaminets, donc je vous rappelle que ce sont l'équivalent des bars, si vous voulez, mais pour les mineurs, pour les ouvriers. Ah oui, on se rejoint au bar le soir et on discute entre nous, on discute entre ouvriers, entre mineurs, et on se rend compte que il y a des problèmes, hein, et on grogne de plus en plus, on crie contre ces problèmes. Vous avez vu que tout le long du 19e siècle, les ouvriers vont gagner du pouvoir, qu'on a quand même des confrontations qui vont être parfois brutales, qui opposent les ouvriers au patron, mais aussi à la police, voire l'armée. Alors cette police, cette armée, elle vient pas toute seule, hein, elle est appelée par des patrons. Le gouvernement a tout intérêt à bloquer ces protestations d'ouvriers pour une raison toute simple, c'est que ça fait partie du pouvoir économique du pays. C'est-à-dire qu'un blocage des ouvriers qui se mettent en grève, donc qui s'arrêtent de travailler pour protester, ils bloquent l'économie, donc ils font souffrir l'économie française. Ça peut être aussi des secteurs qui sont stratégiques. Tout ce qui tourne autour de l'acier, c'est aussi tout ce qui tourne autour de l'arme, en fait, hein, pour vos armes, pour vos fusils, pour vos canons, etc. Vous avez besoin d'acier, et donc il faut que tout ça tourne. Donc le gouvernement n'hésite pas à soutenir les patrons, n'hésite pas à soutenir aussi des amis, hein, c'est des amis politiques parfois, et donc on envoie facilement la police, on envoie l'armée pour arrêter tout ça. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que ces contestations-là sont illégales pendant quand même la plupart du 19e siècle, c'est-à-dire que la grève n'est autorisée que vers 1864, donc ça veut dire que pendant plus de 60 ans, on fait grève de manière illégale. Et donc le gouvernement a tous les droits, légaux en tout cas, d'envoyer la police ou l'armée. Euh, En plus de ces contestations politiques, on a une montée quand même du pouvoir politique des ouvriers. Il parle à un moment du suffrage universel dans cette vidéo, c'est-à-dire que le suffrage universel, c'est le droit à tous de voter. Ça commence à partir de la Seconde République, donc 1848, et c'est vrai que ça va vraiment s'imposer dans la Troisième République, donc à partir de 1870, donc quand même relativement tard, mais on commence à voir ça. Donc pourquoi est-ce qu'on a ce suffrage universel? Parce qu'avant le suffrage est dit censitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que seuls ceux qui payent le cens, c'est-à-dire un impôt particulier, peuvent voter. Et donc on a un tri, avant ce suffrage universel, de ceux qui peuvent voter. Seuls ceux qui ont suffisamment d'argent peuvent voter. Et donc ça exclut automatiquement les ouvriers, les mineurs du vote. Là, on a pour la première fois le suffrage universel, donc plus besoin de payer d'impôts, vous pouvez voter quelle que soit votre richesse. Et donc,
les ouvriers et les mineurs vont pouvoir voter pour la première fois, et ils vont élire des gens comme eux, hein, comme là on a vu l'exemple de Calvignac, et ben on va élire des ouvriers vont élire des ouvriers pour la première fois. Et donc ça c'est quelque chose de totalement nouveau, qui va créer évidemment des contestations, des rapports de force entre les ouvriers et les anciens leaders. Là on avait vu par exemple donc avec Calvignac et son ancien patron, le patron qui va jusqu'à licencier l'ouvrier qui a été élu parce qu'il lui a piqué sa place, hein. Donc voilà, on a des contestations comme ça face à ce nouveau pouvoir politique que gagnent les ouvriers. Alors attention quand même, petite précision que je dois faire, c'est un suffrage universel masculin. Donc il faut qu'on soit bien clair là-dessus, les femmes ne participent pas au vote. Pour les femmes, il va falloir attendre 1944, donc la presque fin de la Seconde Guerre mondiale, pour les voir voter en France. Il y a tout un mouvement politique pour les femmes qui s'appelle les suffragettes, qui vont chercher à obtenir le droit de vote pendant le XIXe siècle, mais ce mouvement en France n'arrive pas à s'imposer, ou en tout cas il est renvoyé dans ses cordes. C'est un suffrage universel masculin, et on trouve tout un tas d'excuses pour exclure les femmes du suffrage. Donc là, on a encore que la moitié de la population qui vote, mais voilà, ça commence à se faire. On a déjà un énorme changement, hein, puisqu'on on peut faire voter les pauvres pour la première fois. Les pauvres vont voter. Ce qu'on voit également, c'est l'apparition des syndicats. Ça, c'est essentiel au XIXe siècle. Syndicat, c'est le rassemblement de travailleurs, des travailleurs qui vont se mettre ensemble pour pouvoir protester. Ce sont eux qui vont organiser les mouvements de protestation, les grèves, etc., etc., parce que plus on est ensemble, plus on est fort. Plus on est nombreux, plus on est fort. C'est beaucoup plus facile de négocier quand vous êtes ensemble en groupe à 1 millier que quand vous êtes un contre un. Là, vous y allez à 1000 contre 1. C'est quand même beaucoup plus simple pour protester. Et vous avez vu en fin de vidéo qu'on a des réactions quand même face à cette grogne. On a, sous la Troisième République, des lois sociales qu'on va voir un petit peu plus en détail un peu plus tard. Donc l'assurance maladie, les votes pour un délégué ouvrier de la sécurité, bref, on a quand même un gros chamboulement, un basculement politique qui se fait quand même, c'est vrai, plutôt dans la seconde partie du 19e siècle, donc plutôt après 1848 en particulier, date du début de la Seconde République. Alors, on a parlé de syndicats, là, on a ici, donc la nature, c'est une affiche, l'auteur, c'est le syndicat CGT, c'est l'un des plus vieux syndicats français, donc la Confédération Générale du Travail. Cette affiche est faite à l'occasion de grèves, donc encore une fois, hein, on a ce mouvement social de protestation du 1er mai 1906. Et là, on a une affiche qui est extrêmement bien faite. On a d'un côté donc un petit texte là, le patron et son ouvrier non syndiqué. Donc vous reconnaissez la caricature du patron là, donc on reconnaît le haut de forme, la canne d'apparat, les vêtements, et aussi le fait qu'il soit gros. À chaque fois, on fait dans la caricature les patrons gros, gras, parce qu'ils profitent bien, hein, ils mangent bien, alors que les ouvriers, eux, ils crèvent de faim. Et donc vous avez d'un côté le patron, son ouvrier non syndiqué, il est tout petit, il est écrasé par son patron et il baisse le chapeau en signe de respect à son patron. Et de l'autre côté, l'ouvrier syndiqué et son patron, là on voit que le rôle est inversé. L'ouvrier est fort, il est grand, il est costaud, on voit qu'il est musclé là. Et le patron, c'est lui là, pour le coup, qui est en train de baisser son chapeau, qui est en train de montrer son respect à l'ouvrier. Et donc voilà, c'est une affiche dont le but est évidemment d'appeler à se syndiquer, hein, pour tous les ouvriers. Et c'est aussi une revendication sociale. Donc on ne fait pas grève pour le plaisir de faire grève, hein. On ne s'arrête pas de travailler juste pour le fun, on s'arrête pour revendiquer quelque chose. Là en 1906, on revendique la journée de 8 heures sans diminution de travail. Donc c'est-à-dire on va passer à 8 heures payées 10, puisque c'est à peu près la moyenne
en 1900. Et là, on nous propose les 3 bits, donc 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. C'est les fameux 3 bits qui sont demandés en 1906. Et ça va être, tout ça, ça va être donc fait, organisé par des syndicats. Les syndicats, ça permet vraiment d'organiser la grogne, d'organiser les protestations, les contestations. On va avoir des groupes de travailleurs qui vont se mettre ensemble pour pouvoir protester. Alors maintenant, on va passer à cet exercice-là, créer votre propre TE. Donc raconte et explique comment les ouvriers protestent pour améliorer leurs conditions de vie. Tu devras utiliser les mots de grève et de syndicat. Donc n'oubliez pas de reprendre la méthode, donc idée, lexique, exemple. On prend une idée principale, on ajoute un mot de lexique et on donne un exemple. Là, vous aviez un exemple plus haut, là, par exemple, donc avec des grèves en 1906 organisées par un syndicat. Donc voilà, je vous laisse le temps d'écrire cette trace écrite. Mettez sur pause pour pouvoir essayer cet exercice et puis après, vous pouvez remettre sur play pour avoir la correction. Donc voilà, je vous donne la correction. Donc la condition des ouvriers crée des tensions dans toute l'Europe. Pour se faire entendre, les ouvriers se réunissent dans des syndicats afin de protester et d'améliorer leurs conditions de travail. Pour protester, ils vont faire des grèves et iront parfois, dans la colère, casser les machines de leurs usines. Donc voilà, ça, c'est les mouvements aussi qui peuvent dégénérer, ça dégénère des deux côtés. C'est-à-dire que on peut avoir la police ou l'armée qui tire sur la foule, ça peut arriver, on est des morts, hein. Mais on a aussi des mouvements qui dégénèrent du côté des ouvriers. Les ouvriers font grève, on manifeste, puis ça chauffe parce qu'on n'a toujours pas ce qu'on veut, et donc on a les plus extrémistes, les plus ardus du coin qui vont aller casser les machines dans les usines. On va casser les machines parce que ça coûte cher. C'est une protestation symbolique, si vous voulez, et à la fois ben, réelle, hein. On va casser les machines pour arrêter le travail. Alors on va pas la casser entièrement, on va casser par exemple un levier, on va casser la roue qui va permettre d'actionner tout le mécanisme. Mais voilà, ce sont des mouvements de protestation qui vont s'organiser autour de ces syndicats. Je vous laisse copier ceci. Si votre trace écrite comprend les éléments que vous avez ici, vous la gardez, ça ira très bien. Rajoutez juste la case des machines parce que j'en ai pas parlé, il n'y en a pas parlé dans la vidéo. Et sinon, pour tout le reste, ça sera bon. Donc mettez sur pause pour pouvoir copier, et ensuite on passe à la suite. Donc vous avez vu que dans la trace écrite, il y avait 2 mots soulignés, vous connaissez la musique maintenant. Donc 2 mots de lexique, syndicat, donc une organisation regroupant des travailleurs cherchant à défendre ou améliorer leurs conditions de travail. La grève, arrêter le travail pour protester. Mettez sur pause cette vidéo pour pouvoir écrire le lexique, et on reprend la suite après. Alors ces protestations, ces contestations vont, comme je l'ai dit tout à l'heure, créer des réactions. Et les premiers qui vont réagir, ce sont avant tout les patrons, les premiers concernés finalement. Là, on retourne avec les Schneider au Creusot. Et là, on a un contremaître qui explique comment son patron se soucie de ses salariés. Alors attention, on est sur le témoignage d'un contremaître, c'est-à-dire d'un quelqu'un qui va plutôt être dans la direction, hein. C'est celui, je vous avais dit, c'est un peu le chef de chantier. Et donc, il n'a pas évidemment intérêt à aller critiquer Schneider. Ça peut être également quelqu'un qui a pu profiter des avancées, pardon, des avancements de Schneider, de la politique des Schneider. Toutefois, même si faut se méfier, c'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui veut dire que, évidemment, Schneider est la meilleure personne au monde, on a de la vérité derrière ce témoignage. Alors, on le lit. Donc, on fait tout pour les ouvriers ici. Quand les enfants sortent de l'école primaire, ils passent des examens pour entrer dans les écoles de Monsieur Schneider. Là, on leur apprend tout ce qu'il faut pour être admis à l'usine comme apprenti. Je vous dis, ici, il n'y a pas à se plaindre. Alors, donc là, on reconnaît hein, voilà, le côté positif. Donc, ici, il n'y a pas à se plaindre. On fait tout pour les ouvriers ici. Donc là, on a le côté positif. On veut mettre en valeur Monsieur Schneider. Ça, par contre, c'est une vérité, effectivement. Les écoles
dans les villes-usines comme le Creusot sont mises en place par Schneider. Je vous avais déjà plus ou moins expliqué tout ça. On a des patrons d'entreprise qui vont créer des écoles, qui vont créer des églises, etc. Et dans ces écoles, eh ben, on va repérer les meilleurs enfants, les filles d'ouvriers. On va leur faire passer des examens pour rentrer dans les écoles. On va les mettre comme apprentis, donc on va leur donner une véritable formation à l'usine. Et les meilleurs parmi les meilleurs, eh ben, on va leur apprendre à devenir contremaître, on va leur apprendre à devenir comptable, etc. Pour, évidemment, Monsieur Schneider. C'est un contrat, si vous voulez, une sorte de contrat social qui va dans les deux sens. L'ouvrier, ben, qu'est-ce qu'il y gagne? Il gagne une éducation, il gagne un apprentissage. Les ouvriers de l'usine de Schneider sont reconnus véritablement comme étant parmi les meilleurs, les plus performants d'Europe. Ça leur donne un crédit, ça leur donne aux ouvriers bah, du coup un avantage, ils vont pouvoir réclamer une meilleure paye, ils sont meilleurs, ce sont les meilleurs, donc ils vont pouvoir réclamer à être mieux payés et Schneider va mieux les payer, effectivement, mais aussi bah, Schneider il gagne lui-même, hein, puisque bah, évidemment ses ouvriers sont les meilleurs, ce sont les meilleurs d'Europe. Donc évidemment, ils sont plus productifs, ils sont meilleurs. On va avoir aussi des ouvriers qui vont améliorer leur vie par l'école, par l'école primaire, par l'école de Schneider, etc. On va pouvoir avoir une meilleure vie parce que ben, si on est bon à l'école, on va pouvoir devenir contremaître alors que ses parents n'étaient que de simples ouvriers, entre guillemets. Et donc on va pouvoir s'améliorer, on va pouvoir monter dans l'échelle sociale. Pourquoi pas passer du prolétariat à la classe moyenne. Et donc ça, c'est un véritable arrangement qui se fait. Et cette politique-là, des patrons, tout ça, ça s'appelle le paternalisme. C'est-à-dire que le patron se considère comme un père pour ses ouvriers, pater, hein, le père. Et on a ça, et on a le reste de ce texte. Donc Monsieur Schneider fait bien les choses. C'est un brave homme qui a le cœur sur la main. Donc là, on reconnaît de nouveau hein, le côté positif que donnait le contremaître à Schneider. La compagnie nous avance l'argent qu'il nous faut pour bâtir une maison. On rembourse tant par mois et au bout d'un certain temps, on a sa petite maison et son petit jardin à soi. Donc là, ce qu'il nous explique, c'est que la compagnie minière, de l'usine, en tout cas de Schneider, fait des prêts. Ils font des prêts à leurs ouvriers et les ouvriers remboursent ensuite une certaine somme tous les mois. Ces prêts, ce sont des prêts évidemment avantageux pour les ouvriers. On ne va pas forcément faire du bénéfice dessus, c'est-à-dire que normalement, si vous faites un prêt à la banque, vous empruntez par exemple, je dis un chiffre au hasard, 150 000 euros, vous allez devoir rendre à la fin 160 000 euros parce que la banque va gagner 10 000 euros sur ce prêt. Là, on fait un prêt véritablement coûtant, c'est-à-dire que on vous prête 150 000 euros, vous devez rendre 150 000 euros. Donc, on a un prêt qui est quand même très avantageux, des prêts qui sont très avantageux et qui ont pour but, pour les ouvriers, qu'ils aient une maison à la fin. Donc, ça permet aux ouvriers d'avoir quelque chose, d'accéder à la propriété, d'avoir une maison. Les ouvriers chez Schneider ont effectivement une meilleure vie que les ouvriers dans d'autres entreprises. Parce que les Schneider vont mettre en place cette politique sociale, plus sociale, qui est le paternalisme. Alors attention, encore une fois, il ne faut pas se tromper. Monsieur Schneider, c'est pas quelqu'un, comme on dit, qui a le cœur sur la main. Hein. C'est un patron autoritaire, c'est un patron qui a un fort pouvoir, mais c'est quelqu'un qui recherche un arrangement. Voilà, je vous donne une meilleure vie, chers ouvriers, je vous donne la possibilité d'accéder à une maison, je vous donne des meilleures payes, je vous donne des formations, etc., etc. En échange, eh bien, vous restez calme. Vous ne vous soulevez pas, vous ne faites pas de révolte, vous ne vous protestez pas, vous ne faites pas de grève, etc. C'est un arrangement. Je vous donne ça et en contrepartie, vous restez calme et vous êtes plus productif, vous travaillez mieux pour moi. Euh, c'est un arrangement qui va fonctionner. Ça va fonctionner puisque les Schneider n'auront, durant une centaine d'années, en gros, il n'y aura qu'une seule véritable grève, qu'une seule véritable protestation contre les Schneider pendant 100 ans. Donc c'est un arrangement qui fonctionne, qui marche bien. Donc là, on a vu la réaction aux protestations des patrons. Maintenant, on va voir la réaction
de l'État, avec ce tableau, donc c'est la nature de ce document. On est entre 1841 et 1906, donc l'auteur de ce tableau c'est le manuel Belin, et le sujet ce sont les lois sociales en France. Là ce sont quelques-unes des lois les plus importantes en France, et donc on voit qu'on a une réaction de l'État, on a des lois qui sont créées pour réagir à ces protestations à la grogne. On voit que quand même la grande majorité des lois, elle se fait là, elle se fait dans la deuxième partie du 19e siècle, elle se fait en partie à partir de 1870, où là on a une accélération de la création de ces lois. C'est à partir de là qu'on a un nouveau régime qui est mis en place, qui est la Troisième République, à partir de 1870. Et cette Troisième République, elle comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans les mines, chez les ouvriers. Elle comprend qu'il faut essayer d'améliorer la situation à tout prix. Et donc on va créer cet ensemble de lois sociales pour apaiser les tensions qui sont très très fortes en France, mais en Europe de manière générale. Ça, c'est un mouvement européen, cette création de lois sociales. Donc parmi ces lois importantes, ben, on a par exemple en 1841 l'interdiction du travail des enfants de moins de 8 ans, on a en 1864 l'autorisation de la grève, la suppression du livret ouvrier, tiens, qu'on avait vu sous Napoléon, c'était ce livret qui permettait au patron de savoir où était l'ouvrier, qu'est-ce qu'il avait fait avant, etc., etc. On a des lois qui vont chercher à améliorer la sécurité au travail, l'inspection du travail, donc on va chercher à savoir si les machines sont dangereuses ou pas, ou si tout est bon, tout est en sécurité. Interdiction du travail des enfants de moins de 13 ans, là on est avec les lois Jules Ferry, on va dans le même coup rendre l'école laïque, gratuite, obligatoire, c'est là, c'est avec les lois Ferry, et on va interdire le travail des enfants de moins de 13 ans, donc on va pousser vraiment, faire en sorte que les enfants aillent à l'école publique. Les syndicats ne sont autorisés qu'en 1884, vous vous rendez compte qu'on est dans l'illégalité pendant 80 ans. On va avoir l'abaissement des journées de travail, on l'a encore ici, journée de travail de 10 heures pour tous, journée de travail de 8 heures pour les mineurs, et en 1906, le repos hebdomadaire obligatoire, autrement dit, le week-end, le premier week-end, véritablement, le premier dimanche, en tout cas, obligatoire. Il faut une journée de repos obligatoire en 1906. Donc voilà, on a des lois sociales importantes qui se mettent en place durant tout ce 19e siècle, qui sont une réaction à ces protestations, à ces grognes très fortes du 19e siècle. Donc maintenant, vous allez noter la trace écrite. Pour résoudre les problèmes des conditions ouvrières, certains patrons essayent de réagir. Ils tentent de donner de meilleures conditions de vie et de travail aux ouvriers en espérant qu'ils soient plus calmes et productifs. L'État aussi réagit en créant des lois qui donnent des droits aux ouvriers. Par exemple, en France, la grève est autorisée en 1864 et les syndicats en 1884. Donc copiez cette trace écrite, mettez sur pause pour pouvoir l'écrire et on passe à la suite après. Alors ce 19e siècle, siècle de protestation, de contestation, il va y avoir un grand mouvement européen de contestation et notamment de tentative de révolution en 1848. Ce sont les printemps du peuple, ce sont une grosse vague de protestation véritablement dans toute l'Europe. Donc on peut voir ici que les révolutions, on en a en France, on en a dans les États allemands, le royaume de Prusse, à Munich, à Stuttgart, on en a plusieurs dans l'Empire d'Autriche, on en a en Italie également, les États italiens, l'Italie n'est pas rassemblée, on a des États italiens, donc là on a l'État de Piémont-Sardaigne, c'est un État en lui-même, c'est un pays. On a le pays de Parme, on a Florence, on a Rome, donc ça ce sont les États pontificaux, les États du pape. On a Naples, les deux Siciles, bref, on a plusieurs États italiens et on a des révolutions en 1848, un ensemble de révolutions qui sont liées à la fois aux problèmes de chômage, etc., etc., mais aussi à un nouvel ensemble d'idées qui s'appelle le nationalisme. Ces pays, notamment l'Italie, là, on cherche à vouloir être ensemble, on cherche à vouloir créer un nouveau pays,
une nouvelle nation qui serait l'Italie. On a en Allemagne ça aussi, on a la volonté de créer un pays qui serait l'Allemagne, et donc on a une révolution pour ça. Donc on a une double notion de cette révolution, la révolution nationale nationaliste, donc on veut un État, on veut une nation, et on a les conditions de vie, les problèmes internes au pays. Donc pour l'Italie, on va voir un petit peu là une revendication. Donc là, on est sur un texte de Giuseppe Mazzini. On est le 10 septembre 1845. L'œuvre, c'est l'Italie, l'Autriche et le pape. Et on est dans la revue indépendante. Le sujet, c'est l'Italie veut être une nation. Et donc on est dans un texte pour une revue. Nous sommes un peuple de 20 à 22 millions d'hommes, désignés depuis un temps immémorial sur le même nom, celui de peuple italien. Nous parlons la même langue, avons les mêmes croyances, les mêmes mœurs, les mêmes habitudes, et nous sommes fiers du plus glorieux passé qui soit connu dans l'histoire européenne. Donc là, on a un mouvement national qui cherche à montrer que on n'est pas, de Parme, on n'est pas de Florence, on n'est pas de Rome, on est italien. On a les mêmes croyances, les mêmes coutumes, etc. Et le glorieux passé de l'histoire européenne, évidemment, c'est un rappel de l'histoire romaine, de l'Empire romain. Les Italiens sont très fiers de ce passé, mais aussi le passé avec la Renaissance, parce que l'Italie était vraiment le centre de la Renaissance, des arts, de la culture, etc. Donc voilà, on a un auteur qui cherche à mettre en avant qu'on est un peuple uni, unique, on est tous ensemble, on est les mêmes. Pourtant, nous n'avons pas de drapeau, pas de nom politique, pas de marché commun. Nous sommes démembrés en 8 États, tous indépendants les uns des autres et dirigés par des gouvernements despotiques. La Lombardie et la Vénétie appartiennent à l'Autriche. Les autres États subissent aveuglément son influence. L'Italie veut être une nation. Donc ici, on a voilà ce qui est reproché. On a, on a un peuple qui se sent italien et pourtant qui est découpé entre plusieurs pays. Donc si on revient sur la carte, donc voilà les différents pays, et on veut n'en faire qu'un. On a effectivement cette partie de l'Italie, hein, si vous voyez la carte de l'Italie actuelle, ça fait à peu près ça. Donc cette partie de l'Italie qui appartient directement à l'Empire d'Autriche, et c'est un gros problème, ça va être un gros mouvement de friction entre l'Autriche et l'Italie. Donc on a la volonté de créer un pays, et on va avoir des révolutions un peu partout pour ça. La volonté de créer un pays unique qui serait l'Italie. On a aussi la dénonciation de gouvernements despotiques, donc un despote autoritaire, des dictatures, donc on a aussi une revendication de liberté à travers ça. Donc on a un double mouvement, la volonté nationaliste, on veut être une nation, et la volonté plutôt, on va dire, libérale, c'est-à-dire de liberté, retrouver une liberté des individus. Alors cette révolution, ces révolutions de 1848, crée des réactions en France. On a après ça, en France, on a déjà une nation, hein, la France est déjà rassemblée, mais par contre, on a des problèmes, on a des gros problèmes, notamment de chômage. Alors là, on est sur un texte de Daniel Stern, Histoire de la Révolution de 1848, qui est écrit en 1851, donc juste après, et on nous explique un petit peu ce qui a été fait après cette révolution. Donc le 25 février, le gouvernement provisoire prenait un décret par lequel il garantissait l'existence de l'ouvrier par le travail. Le décret qui constituait les ateliers nationaux fut rendu le 27, le 28. Les ministres des Travaux publics annonçaient à tous les travailleurs sans emploi, très nombreux à ce moment, que des travaux importants allaient être entrepris et que les maires des 12 arrondissements de Paris seraient chargés de recevoir les demandes d'ouvrages et de diriger les ouvriers vers les chantiers. Les mairies furent assiégées de demandes. Alors en 1848, on a un gros mouvement, on a une révolution qui met en place une deuxième république. Donc on dégage l'ancien gouvernement pour mettre en place une république. Et l'une des premières choses qui est mise en place par cette seconde république, c'est ça. C'est un projet de grands travaux. Donc on va demander aux travailleurs de faire des chantiers, donc on va les faire travailler sur des routes, des choses comme ça.
Ça va aller très loin parce que ces grands chantiers, ben, il y en a une partie qui sont pas forcément nécessaires. Les ateliers nationaux, on cherche d'abord à faire des routes, des travaux d'aménagement, etc. Puis on se rend vite compte que ben, s'il y a du chômage, c'est aussi pour une raison, c'est qu'il n'y a pas forcément le travail nécessaire derrière. Et donc, ben, on va commencer à faire des trucs un peu bizarres. On va leur demander aux ouvriers de creuser un trou à un endroit, et puis de reboucher le trou le lendemain pour les occuper. Donc voilà, on a une faiblesse, on a un gros problème de chômage en 1848 et qu'on essaye de résoudre par des mouvements comme les ateliers nationaux, par des travaux, des grands travaux, des grands chantiers, etc. Donc voilà, des grosses routes, des chemins de fer, on va trouver un petit peu tout ce qui est possible de trouver pour créer du travail en 1848. Donc voilà, ça c'est le gros mouvement du printemps de 1848, une révolution pour la liberté, une révolution pour les conditions de travail, et aussi des révolutions, surtout hein, des révolutions nationalistes. Nationalisme, liberté et conditions de travail. Donc en 1848, des révolutions éclatent partout en Europe. Certains peuples poussés par les idées du nationalisme réclament leur indépendance, les Hongrois, les Tchèques, ou souhaitent être rassemblés en un État-nation, Italie, Allemagne. Si ces révoltes sont largement réprimées, donc ça va être la fin de ces années 1848, donc on a des révoltes qui sont écrasées militairement, hein, on parle d'une révolte écrasée violemment. Elles aboutissent tout de même à des changements, car les dirigeants de ces pays créent des lois sociales pour calmer le peuple. Donc on a pour l'État-nation italien, on va avoir un très très fort mouvement, ça va pousser quand même pendant plusieurs années jusqu'à ce que l'Italie finisse par se créer à la fin du 19e siècle. Pour l'Allemagne, il va falloir attendre encore, il va falloir attendre que la Prusse impose aux autres nations sa volonté. Euh, mais voilà, on a des mouvements nationalistes vraiment qui cherchent à s'étendre et qui s'étendent à partir de 1848. On a vraiment ce gros mouvement révolutionnaire. Je vous laisse écrire cette trace écrite, mettez sur pause pour pouvoir l'écrire tranquillement, et ensuite vous avez vu qu'on a deux nouveaux mots de lexique à copier. Donc voilà, vous avez ces deux mots de lexique à copier, et ensuite on en aura fini pour ce cours et aussi pour ce chapitre sur la révolution industrielle. Ensuite on va passer à autre chose. Allez, copiez ce lexique et ensuite allez faire autre chose, allez vous promener ou j'en sais rien. Profiter un petit peu de ce temps pour sortir.